Eh bien, salut à tous, c'est L4, aujourd'hui on se retrouve avec un nouveau dossier, une nouvelle critique ciné sur une autre série de films. Là aussi, c'est pas n'importe laquelle. Là aussi, c'est une série culte. Il faut savoir que je fais cette vidéo, je la tourne juste après avoir fait le dossier Predator, ou quelques jours plus tard. Mais je pense que je l'enverrai que bien plus tard. Donc là, on va parler de la saga Indiana Jones. Une fois n'est pas coutume, c'est une série qui a commencé en 1981, la date de sortie du premier film. Et il y a eu 5 films, le dernier étant sorti en 2023. Donc ça s'est vraiment étendu sur une très longue période, comme vous pouvez le constater, et à chaque fois c'était avec le même acteur principal pour le rôle titre, entre guillemets. Toujours Harrison Ford, même à presque 80 ans, et ça a toujours été lui, et ce sera que lui. Enfin, c'est pas tout à fait vrai. Là je pense notamment à la série Young Indiana Jones, ou dans le prochain jeu de Bethesda, là, ce sera Troy Baker qui va faire la voix de Indiana Jones, mais ce sera quand même son visage, Harrison Ford. C'est une série tout simplement d'action-aventure, on pourrait dire. Pourquoi action ? Parce qu'il y a des combats, des coups de poing, des coups de feu qui sont distribués, et des explosions, ça pète de partout, mais aussi aventure, et c'est là le grand intérêt de cette série, parce que c'est de l'exploration, du pillage de tombes, entre guillemets, des pièges, des cavernes, des temples, des pics qui sortent du sol et ce genre de choses. Je vais pas dire que c'est Indiana Jones qui a inventé tout ça, mais quand tu penses à l'exploration de tombeaux avec une relique, un trésor qui t'attend à la fin, la première chose qui devrait te venir à l'esprit c'est Indiana Jones. Mais si vous répondez Tomb Raider, je vous en voudrais aucunement. Oui, parce que évidemment, Tomb Raider, Uncharted et Sidney Fox, et oui, faut pas l'oublier non plus, c'est très inspiré de Indiana Jones, tout ça. Oui, au début, le prochain dossier, la prochaine série après Predator, ça aurait pas dû être Indy, ça aurait dû en être une autre, mais il y a un film qui me manque pour l'instant. Donc, pour vous en faire des captures vidéo, et pour faire le montage, ça risque d'être un peu compliqué. D'ailleurs, pourquoi des screenshots ? Pourquoi uniquement des images fixes dans ces dossiers critiques ciné sur les séries de films ? C'est à cause de YouTube, vous vous en doutez un petit peu. Si je mets des extraits de films, même très courts, YouTube il va péter un câble, et les vidéos vont être bloquées dans le monde entier. Donc non, avec des images fixes, il n'y a pas ce problème. Et croyez bien que, il me semble que j'avais déjà expliqué ça, mais croyez bien que ça m'arrange pas. Moi, ça me rajoute du travail. C'est plus compliqué pour moi à faire 200 screenshots plutôt que de mettre une vingtaine d'extraits de films pendant 2 minutes. Et non pas 2001. Ça, on verra ça plus tard. Non, ça aurait été plus simple. Mais voilà, c'est comme ça. Et là, vous allez dire, ah ouais, mais lui là, ce youtubeur méga célèbre qui s'est spécialisé dans les critiques de films, lui, il en met. Oui, mais voilà, vous comprenez bien que on n'est pas tous logés à la même enseigne. c'est un petit peu ça. Enfin bref, la série en question, qui commence par un T, et oui, ça viendra un jour. Mais là, après avoir regardé les Aliens et les Predators, donc des films où la plupart sont très ancrés années 80, je me suis dit autant continuer sur ma lancée et re-regarder les Indiana Jones, surtout que ça a coïncidé avec la première fois où j'ai regardé le dernier, le cadran quelque chose. Ça m'a très bien marqué, n'est-ce pas ? Oui, de la destinée, voilà. Et donc je me suis dit, ah tiens, pourquoi le 5, le cadran de la destinée, c'est le dernier, il n'y en aura pas d'autre, d'après les Paramount et tout ça, enfin c'est ce qu'ils disent, mais on verra bien plus tard. Parce que Spielberg, il a dit lui-même que Indiana Jones, ça ne peut se faire qu'avec Harrison Ford, c'est lui et personne d'autre. Ce qui est un peu particulier quand on sait que James Bond, il y a eu 5 ou 6 acteurs qui l'ont incarné. Et c'est un peu particulier comme façon de penser, c'est un peu spécial quoi de dire ça. Après Harrison Ford, il peut bien y avoir d'autres acteurs qui peuvent l'incarner. Mais il faut pas se planter. Parce que j'ai envie de dire, on a bien vu ce que ça a donné avec Solo, Star Wars Story. Mais voilà. D'ailleurs, tiens... je n'en dis pas plus. Oui, donc voilà, après avoir regardé le 5, j'en ai profité pour regarder tous les autres. Et donc, tant que c'est encore frais dans ma tête, tant que je suis encore dedans, allons-y.
Le cinquième, ce sera peut-être un petit peu plus compliqué pour en parler, vu que quand je les ai tous re-regardés récemment, là, le 5 ça a été le premier du coup, et je l'ai vu qu'une seule fois. Donc le premier, c'est tout simplement les aventuriers de l'Arche perdue, Raiders, comme Tomb Raider du coup, of the Lost Ark, qui s'appelle juste comme ça, hein. C'est la particularité de ce premier film, ce tout premier épisode, il s'appelle pas Indiana Jones et, parce que tous les autres c'est comme ça, hein, and The Temple of Doom, and The Last Crusade, etc. Hein, c'est une tradition, c'est toujours comme ça. Hein. Mais ce premier, non, c'est le seul où c'est pas comme ça. Donc c'était déjà réalisé par Steven Spielberg, et oui, il faut savoir que les Indiana Jones, c'est une collaboration entre deux grands noms du cinéma, Steven Spielberg à la réalisation et George Lucas à l'histoire, du moins pour les 3 premiers films, parce que ce qu'il faut savoir avec les Indiana Jones, et ça je pense que n'importe quel cinéphile vous le dira, c'est qu'il faut différencier les 3 premiers films, la trilogie originale, faite dans les années 80, et le 4 et le 5, les 2 derniers, en 2020. Mais on verra ça plus tard au fur et à mesure. Ce qu'il faut savoir avec Indiana Jones, c'est que le premier acteur, a priori, qui avait été choisi, ce n'était pas Harrison Ford, ça aurait dû être Tom Selleck, et oui. C'est évident que ça aurait beaucoup changé l'aura, entre guillemets, de la série, mais il était prêt à le faire, mais il n'a pas pu, à cause de son calendrier trop chargé, à cause de Magnum, la série télé. Et donc, étant donné que Spielberg et Harrison Ford avaient déjà travaillé ensemble après l'Empire contre-attaque, après Star Wars 1 et 2 en fait, c'est là qu'il a décidé de prendre Harrison Ford. En fait, ce premier épisode, il a déjà tout ce qui fera la force et ce qui sera récurrent comme souvent dans les prochains films de la série, avec la relique, donc là c'est l'Arche d'Alliance, sur laquelle tout le monde veut mettre les mains dessus, les pièges, avec notamment pas mal de séquences cultes, avec la boule de pierre géante qui poursuit Indiana Jones, voilà, c'est dans celui-là. Le Love Interest, donc là, l'actrice principale, différente pour les 3 films, donc là c'est Marion Ravenwood, qui, on serait tenté de dire, à cause de Indiana Jones 4 et 5, est la Love Interest principale hein, de Indy, la femme de sa vie, entre guillemets. Donc les Allemands, entre guillemets, des années fin 30, début 40, hein, le fameux mot qu'on peut pas prononcer, mais c'est comme ça, hein, ça se passe en 1936, l'action de ce film. Donc t'as vraiment Indy avec son attirail, hein, son fameux chapeau, son fouet qu'il utilise et pour se déplacer et franchir des gouffres, et pour attaquer les ennemis. Son espèce de blouson d'aviateur, et etc. En fait, Indiana Jones, c'est un homme qui a une double vie. D'un côté, il est professeur dans un lycée, et qui change à chaque film, c'est ça qui est un petit peu étrange. T'as le lycée Marshall, le lycée Barnett, et pareil, dans les films récents, ça change. Donc il enseigne l'archéologie à des élèves, et à côté de ça, il part à l'aventure, il met les mains dans le cambouis avec l'exploration de tombes et tout ça, pour récupérer des reliques, et les ramener à des musées. Et au début, ça commence comme ça, hein. T'as Indy avec 2 comparses, des espèces de guides, les fameux guides Quechua avec leur gros sac sur le dos. Si vous avez vu ça ailleurs, il y a de fortes chances que c'était influencé par ce film. Ils vont tous s'enfuir les uns après les autres et prendre peur, et il va en rester plus qu'un. Et vraiment, dès le début, tu t'aperçois que Indy, c'est pas son premier tombeau. Il est déjà au courant de comment fonctionnent certains pièges, donc soit il a déjà vu ça ailleurs, soit c'est son instinct, il le devine. Les pièges où il sait qu'il doit esquiver les espèces d'empreintes ovales sur le sol, il voit des masques en pierre sur les murs, il se doute que s'il marche dessus, il y a des fléchettes qui vont sortir, empoisonner et ça va le tuer. Et c'est pas rare que dans ces tombes, t'as des squelettes, des vestiges d'anciens explorateurs, qui sont passés avant lui mais qui ont moins eu de chance. Donc là, la première relique qu'on voit dans Indiana Jones, c'est pas rare que ce soit comme ça. Là aussi, ça arrivera de temps en temps dans les autres films. C'est une espèce d'idole de fertilité en or, mais on la reverra plus, et on n'en entendra presque plus parler dans la suite du film. Encore une fois, ça sera remplacé, entre guillemets, par l'Arche d'Alliance, mais ça sert vraiment d'intro pour le personnage. Et ça te montre aussi Belloc,
l'espèce de arc Némésis, le rival de toujours de Indiana Jones, qui réussit à lui subtiliser l'idole, en ayant réussi à s'approprier les services de la tribu indigène locale, donc qui vénère l'idole. Et Indy va en profiter il va perdre l'idole, mais il va en profiter pour s'enfuir. Et c'est là où tu vas voir sa peur des serpents. Il a vraiment la phobie des serpents. Et ensuite tu vas voir Indy, avec ses lunettes, qui va recevoir la visite de Marcus Brody. C'est un ami de Indiana Jones, et de son père, on verra ça plus tard. Et il possède plusieurs musées, et la plupart du temps c'est à lui que Indy remet un échange de bons procédés, entre guillemets. Il lui remet les reliques, mais cette fois-ci il n'a pas réussi. Sauf que Marcus n'était pas vraiment venu pour ça à la base. Il est venu lui annoncer que il y a deux étranges personnages qui veulent rencontrer Indy et lui parler de quelque chose. Et tout ceci est confidentiel, évidemment. C'est là que l'Arche d'Alliance va être mise sur le tapis, et les deux personnages vont charger Indy de la récupérer. Il y a toujours ce côté un petit peu scepticisme de Indy. Est-ce que l'Arche existe vraiment, ou est-ce que c'est qu'une légende? Est-ce qu'elle a vraiment des pouvoirs? En sachant qu'il dit clairement qu'il ne croit pas à la magie. Lui, c'est vraiment l'histoire qui l'intéresse, et trouver les réponses, et combler les trous dans l'histoire, on serait tenté de dire. Ensuite, il va prendre l'avion pour essayer de retrouver Abner Ravenwood, qui s'y connaît mieux que lui sur l'Arche. Donc il part pour le Tibet, qui est son dernier lieu de résidence connu, je suppose. Mais là-bas, il va tomber sur Marion, sa fille. Donc là, tu vois le fameux avion, et en arrière-plan, en transparence, tu vois la carte du monde, avec la ligne rouge, qui te montre ton lieu de départ et ta destination. Là aussi, c'est comme ça dans tous les films. Avec la musique, évidemment, le thème de Indiana Jones, qui est l'un des thèmes les plus connus du cinéma, peut-être même le plus connu. Et il revient souvent dans les films, dans les scènes d'action et tout ça, les scènes d'héroïsme surtout. Mais John Williams, oui, il s'est pas planté quand il a écrit, composé ce thème. Donc là, Marion, elle est pas franchement enchantée de retrouver Indy. Il y a eu un passif entre les deux, mais elle va lui apprendre que Abner est mort. Mais Indy a quand même besoin du bourdon, enfin en tout cas l'extrémité. C'est un médaillon, et rond, et qui se plante au bout d'un bâton. Et c'est là que si on le place quelque part, ça nous montrera l'emplacement, a priori, de l'arche. Et effectivement, Indy s'est pas trompé. Marion le porte sur elle, le médaillon. Mais malheureusement, ils vont recevoir la visite des Allemands, qui veulent s'en emparer eux aussi. Donc après avoir repoussé leur assaut, Marion a perdu l'argent que Indy lui avait donné pour son aide, parce qu'il y a eu un incendie, et donc tant qu'elle l'a pas récupéré, elle insiste pour partir avec lui, et donc direction Le Caire, où ils vont retrouver Salah, un ami de Indiana Jones. L'Égypte, c'est une destination prisée, un cadre obligatoire dans quasiment toutes les œuvres d'aventure. Ça a été le cas dans Tomb Raider, dès le premier, Uncharted, etc. Donc arrivé là-bas, il y a un espèce de singe, un espèce de Ouistiti, qui va se retrouver parmi eux, on sait pas d'où il vient, mais il va se prendre d'affection pour Marion, et en fait on se rendra compte plus tard que ce singe, il appartient à un homme au eye patch et à la moto, qui est un informateur des Allemands, donc il va leur jouer des tours à sa façon, et donc là tu vas avoir une fameuse séquence de course-poursuite, il y en a beaucoup, dans les Indiana Jones t'en as même à chaque fois. Sous 40 degrés à l'ombre s'il faut. D'ailleurs, Harrison Ford a été malade, peut-être que c'est lié ou pas, allez savoir, dans cette séquence. Et donc, il faut savoir que la fameuse scène avec l'homme au cimetière habillé en noir, qui provoque Indy en duel, quand Indy le flingue un petit peu de façon déloyale, ça a été improvisé par Harrison Ford, parce qu'il en avait plein le cul, lui comme son personnage. Donc ça a donné naissance à l'une des séquences les plus cultes du cinéma. Mais c'est vrai qu'à la base, c'était pas vraiment prévu. Donc dans cette course-poursuite, Marion va se faire kidnapper, mais en voulant la sauver, Indy va provoquer un peu malgré lui l'explosion du camion dans lequel, a priori, elle serait. Et donc il pense qu'elle est morte. Il va retrouver Belloc, qui est sur le coup. Il aide les Allemands à trouver l'Arche d'Alliance. Il va tenter de convaincre Indy qu'ils sont pas si différents que Indy le pense. Mais Indy va pas vouloir en entendre parler. Donc Salah et Indy vont aller voir un vieux sage, qui est l'un des seuls à pouvoir déchiffrer les inscriptions sur le médaillon. Et à partir de là, ils vont en déduire leur prochaine destination.
Et Salah va sauver la vie à Indy en l'empêchant de manger une date que le singe a mangé, et lui, malheureusement, il n'a pas eu cette chance. Il en est mort. C'est le mec au eye patch qui a posé du poison dessus, avant de filer aussi sec, et ça sera sa dernière apparition. On le reverra plus après. Donc Salah et Indy vont s'introduire dans le camp des fouilles des Allemands. Bon, encore une fois, je suis désolé de dire allemand, mais ça aussi c'est un mot tabou de la part de YouTube, donc là aussi c'est comme les screenshots, j'ai pas vraiment le choix. Et il va découvrir une salle avec... où il s'y laisse tomber avec une corde, et il y a une espèce de maquette. Il va planter le bourdon à proximité, et le soleil va passer à ce moment-là, et il va avoir l'emplacement de l'arche qui va lui être indiquée. Alors que, pendant ce temps-là, les Allemands creusent au hasard, et pour l'instant, ils ne l'ont pas encore trouvé. Et en remontant, et en voulant prendre refuge dans l'une des tentes du camp, il va retrouver Marion, qui a survécu, alors qu'il croyait l'avoir perdue. Elle est ligotée. Il va vouloir la délivrer, mais en réfléchissant un petit peu, et c'est là où c'est assez atypique. Ça te montre un peu la mentalité de Indiana Jones. Parfois, il est un petit peu... peut-être pas anti-héros, mais un petit peu quand même. Il va réfléchir et il se dit que s'il la délivre maintenant, ils vont mettre le camp sans dessus-dessous pour essayer de le retrouver. Et donc, il préfère la laisser attachée, ce qui ne lui plaît pas beaucoup, évidemment. Alors, au niveau de la VF, il faut savoir que j'y pense maintenant. Je préfère vous en parler. Tant que j'y pense, la voix de Indiana Jones est différente pour chacun des 3 films en VF. Dans Les Aventuriers de l'Arche perdue, c'est Claude Giraud. C'est la voix, entre autres, de Tommy Lee Jones, la plupart du temps. Et sinon, c'est l'acteur de Slimane dans Les Aventures de Rabbi Jacob. Dans Le Temple Maudit, c'est Francis Lax, donc la voix de Looping dans L'Agence Touriste, et Harrison Ford dans Star Wars, donc Han Solo. Et dans La Dernière Croisade, c'est Richard Darbois, donc la voix principale et de Indy la plupart du temps. Mais ce sera pas avant le 3e film, comme vous pouvez le constater. Et moi j'aime bien les 3. Les 3 ont leur propre particularité. Et t'as aussi ce côté Dr. Jones dans les 2 premiers films, qui a donné naissance à une chanson de Aqua, leur 2e tube, après Barbie Girl. Et sinon, dans tous les autres films, après, ce sera Professeur Jones. Oui, évidemment, vous pensiez pas que j'allais omettre ce détail, et oublier de parler de ça. Bon, après, la nuit tombée, Indy et Salah et une poignée d'hommes vont creuser à l'endroit où le bourdon a pointé, et ils vont trouver une dalle, ils vont la soulever, et en dessous, il y a un tombeau, avec des statues d'Anubis et tout ça, et des serpents en dessous, avec la fameuse phrase, la fameuse réplique « Il fallait que ce soit des serpents ». Et pendant ce temps-là, Belloc essaye de séduire Marion, en lui offrant une jolie robe, et elle essaye de gagner du temps comme elle le peut. Donc Indy va essayer de surmonter sa peur, quand même, des serpents, même s'il y en a vraiment plein en dessous. On se demande comment ils ont fait pour survivre. Et donc Indy et Salah vont soulever une dalle, et effectivement, ils vont trouver l'arche d'alliance, la mettre entre 6 planches, et la lever. Sauf que, malheureusement, les Allemands vont les repérer, et leur subtiliser l'arche, mais pas avant de les avoir enfermés, Indy et Marion, dans le tombeau. Et là, la flamme des torches est limitée, ils ont refermé la dalle, et donc Indy et Marion vont essayer de trouver un moyen pour s'en sortir, et ça va être le cas, sinon c'est la fin du film. Donc Indy va essayer de choper un avion pour les suivre, une fois sorti du tombeau, mais il va être repéré par les Allemands, et il va devoir en castagner 2 ou 3. Alors les premiers ça va, mais il y a un espèce de gros costaud qui va arriver. Il peut mettre Indy par terre en un seul coup. Donc là, va falloir essayer de trouver un moyen déloyal pour s'en... Je rigole parce que je regarde le film en même temps. Et il s'en prend plein la gueule. Pour essayer de s'en débarrasser. Malheureusement, l'avion va péter. Donc Indy va pas pouvoir s'en servir. À la place, il va trouver un cheval. Et il va rattraper le convoi. Et là aussi avec une espèce de course-poursuite. Et il va essayer de récupérer l'arche. Et c'est ce qu'il va faire. Et il va embarquer à bord d'un bateau, et là il pense que tout va bien, et qu'il a réussi, mais les Allemands vont, ne me demandez pas comment, les retrouver en pleine mer,
et encore une fois récupérer l'arche. Elle passe sans arrêt d'une main à l'autre, comme vous pouvez le constater. Et Indy va se déguiser en soldat allemand et suivre Belloq qui veut amener l'arche quelque part. Il va convaincre les soldats de d'abord vérifier qu'elle possède bel et bien des pouvoirs surnaturels avant de l'amener à leur chef. Et Indy va pointer un lance-roquette sur eux et menacer de détruire l'arche s'il ne relâche pas Marion, qui s'est fait capturer sur le bateau. Mais Belloq connaît bien Indy et il sait que il peut pas décemment réduire en poussière un tel morceau d'histoire. Donc Indy et Marion vont être attachés à un pilier. Et pendant ce temps-là, Belloq va convaincre les Allemands de me mettre au point une cérémonie juive. Mais à l'intérieur, il n'y a que de la poussière quand ils vont ouvrir l'arche. Donc ils sont un petit peu déçus forcément. Mais au bout de quelques secondes, va y avoir une réaction. Et Indy va comprendre que c'est pas bon du tout. Et il va dire à Marion de fermer les yeux, de ne pas regarder. Et là, la totalité des soldats, ils doivent être une trentaine, ils vont tous se faire annihiler. Parce que c'est un petit peu comme la boîte de Pandore, hein. À l'intérieur de l'arche, ça a libéré des esprits, des espèces d'esprits vengeurs, et ça va créer une espèce de réaction en chaîne, des espèces de rayons qui vont tuer tout le monde. Et vu que Indy et Marion, ils ont pas regardé, eh ben eux, ils ont eu la vie sauve. Sauf que malheureusement, à la fin du film, on va retrouver Indy, Marcus et les deux hommes mystérieux. L'arche a disparu, entre guillemets. Indy, avec sa fameuse phrase « Sa place est dans un musée ». Alors je pense pas que ce soit dans ce premier film qu'il le dit pour la première fois, mais il en pense pas moins. Et les deux hommes assurent à Indy que l'arche est entre de bonnes mains. Et c'est là le film se finit avec un entrepôt où on voit des centaines de boîtes, et l'arche va les rejoindre ici. Un espèce d'entrepôt gigantesque où il y a tous les secrets des États-Unis et du monde. Et c'est fini pour ce premier film. Le meilleur pour beaucoup de gens. Pas moi. Pour moi, c'est pas mon indie préféré, on va dire ça comme ça. Mais c'est un film ultra culte qui a lancé la série. De très nombreuses œuvres qui s'en sont inspirées. Qui ont essayé de repomper un petit peu le concept, qui en ont fait des clins d'œil, encore une fois, des parodies. Donc oui, évidemment que c'est l'un des films les plus cultes du cinéma, et qui a le plus influencé, et qui a eu un impact, qui a eu le plus d'impact sur le cinéma, ça c'est sûr. Donc après le succès de L'Arche perdue, 3 ans plus tard, le duo, entre guillemets, même s'il n'y a pas que eux, évidemment, Spielberg-Lucas se rempile en 1984, avec le deuxième film, The Temple of Doom. Indiana Jones et le Temple maudit, chez nous, qui est très différent du premier. Au niveau de l'ambiance, il est beaucoup plus sombre, beaucoup plus mature. L'Arche perdue, ils avaient attendu la fin du film pour montrer des scènes un petit peu hard. Là, c'est pas le cas, voilà. Et il faut savoir que pourquoi ça s'est passé comme ça, pourquoi ils ont décidé de faire un film plus sombre. Eh bien, à la fois Spielberg et George Lucas, ils sortaient d'un divorce, les deux, ou d'une séparation, et donc ils étaient un peu en mode bad mood, et a priori, c'est pour ça qu'ils ont décidé de faire ça. Certains n'ont pas du tout apprécié le Temple maudit, et ce changement de ton, et cette différence par rapport au premier, au précédent, et je ne suis pas du tout d'accord avec ça, avec les critiques de Temple of Doom, parce que c'est tout simplement mon film Indiana Jones préféré. C'est celui-là, pour moi, le number one. Oui, parce que les critiques, c'est un petit peu du niveau de Predator 2, un petit peu au-dessus quand même, mais c'est quasiment la même chose. Et vraiment, je comprends pas, quoi, parce que pour moi, ce film, il est culte du début à la fin, il est dans mon top 5 de mes films préférés, ça c'est obligatoire. Alors au début, ça s'ouvre avec un espèce de spectacle, avec Willie Scott, qui à Shanghai en 1935. Oui, parce que oui, ce film, c'est l'exception qui confirme la règle. Ça, c'est une préquelle, ça se passe avant L'Arche perdue. Mais, à part cette exception, tous les films indie sont dans l'ordre. Donc Indy arrive dans une boîte, un espèce de club, avec Lao Che et ses 2 fils qui les attendent.
Et en fait, Lao Tse a engagé Indy pour retrouver les cendres de Nurachi, c'est le premier empereur de Chine, en tout cas c'est ce qu'ils disent dans le film. Donc comme ça avait été le cas avec le précédent film, cette intro à Shanghai, c'est juste l'intro en fait, et ça permettra d'enchaîner avec la suite du film. Ils vont se retrouver en Inde, avec une séquence de course-poursuite, encore une fois, une fusillade dans le club, ça va dégénérer. C'est pas vraiment la confiance qui règne entre Lao Tse et Indy. T'as l'un des deux fils de Lao Tse qui va abattre le complice de Indy. Et donc pour se venger, Indy va tuer en rétaliation celui qui l'a fait. Et là ça va dégénérer, il y a les coups de feu qui vont pleuvoir et Willy va se retrouver mêlé à tout ça. Parce qu'en fait, Indy voulait un diamant, c'est un petit peu étrange d'ailleurs, un simple diamant, pourquoi ? C'est pas une relique ni rien, en échange des cendres de Nurachi, qu'effectivement il a trouvé. Avec la fameuse phrase de Willy, c'est ça Nurachi ? Il est pas bien grand. C'est complètement con, mais franchement ça marche. Hein. Dans ce film, tu rigoles du début à la fin, hein, alors que c'est pas vraiment ça que t'attends d'un Indiana Jones, même s'il y a toujours eu ce côté humour, mais vraiment humour pourri, hein, humour vaseux, de Indy avec ses répliques cinglantes. Il y avait déjà ça dans le premier, c'est vrai. Mais là, c'est vraiment absurde, mais c'est un truc de fou. Hein. Et ça fonctionne, mais de fou, avec moi en tout cas. Donc Indy et Willy vont finir par sortir par la fenêtre, mais pas avant que Lao Tse ait empoisonné Indy avec un verre de cocktail qu'il a bu. Lao Tse est devenu gourmand, il veut les deux, le diamant et les cendres. Donc il dit à Indy de lui rendre contre l'antidote. Et Indy commence à pas se sentir bien. Il va repartir bredouille entre guillemets. Mais il y a quand même eu l'antidote et Willy. Mais c'est pas un cadeau, au début en tout cas, parce qu'elle est assez superficielle. Évidemment, c'était la chanteuse vedette du club, et là elle est embarquée là-dedans un petit peu malgré elle, sa vie lui est retirée entre guillemets. Ce qui l'intéresse, c'est ses ongles et sa robe, c'est assez énorme je dois dire. Et donc, après s'être enfuis par la fenêtre, ils vont tomber directement dans une voiture qui les attend en bas, et elle est conduite par demi-lune. C'est un enfant, il utilise des bouts de bois sous ses pieds pour pouvoir atteindre les pédales. Et donc à partir de là, ça va devenir un trio, vraiment le trio du film. Et Demi-Lune, il est génial lui aussi, voilà, c'est l'un des meilleurs enfants du cinéma, un espèce de comic relief, de sidekick. Il est chinois et Indy l'a trouvé pendant qu'il lui faisait les poches et après ils se sont plus quittés. Alors sachant que l'acteur de Demi-Lune, c'était le frère d'un acteur qui était venu auditionner. Et finalement, Spielberg, il est tombé sur lui, il l'a trouvé tellement incroyable qu'il l'a engagé, alors qu'il connaissait pas du tout qui est Spielberg, qui est Lucas, qui est Harrison Ford. Et au final, ça a donné le résultat qu'on connaît. Donc Indy va arriver jusqu'à l'aéroport, et le trio va monter dans un avion, mais malheureusement, ils ne savaient pas que c'était un avion appartenant à Lao Tse. Donc les pilotes vont les laisser tomber, pendant qu'ils sont en train de dormir. Ils vont prendre tous les parachutes et les laisser à leur sort. Donc Indy va faire avec ce qu'il a. Donc autant dire pas grand chose, parce que les pilotes ont saboté l'avion et il va s'écraser bientôt. Il va prendre un canot pneumatique et il va sauter comme ça, pendant qu'il est en train de se gonfler. Ils vont faire une chute de je sais pas combien de dizaines de mètres, et ils vont s'en sortir indemnes. C'est peut-être pas vraiment réaliste, mais tu la vois la chute. Hein. Tu vois le canot sortir de l'avion jusqu'à la neige. Et il est toujours gonflé. Hein. Donc bon, c'est la qualité made in China, j'ai envie de dire, pour une fois. Donc là, ils vont glisser sur de la neige, ensuite sur de l'eau avec les rapides. Et ils profitent du fait qu'ils sont vivants, ils se remettent de leurs émotions, et ils vont tomber sur un villageois, a priori Indy. Donc c'est pas I-N-D-Y pour une fois, c'est H-I-N-D-I. Mais je pense que je vais être obligé de dire hindou, parce que normalement on dit Indy, mais pour différencier avec Indy, Indiana Jones. Donc il va les amener à son village, c'est un espèce de chef, et ils vont se rendre compte qu'il y a un truc qui va pas. Vraiment le village est très pauvre, et tous les enfants ont disparu. Ce qui est marrant avec l'acteur de, justement, le chef du village, c'est qu'il parlait pas un mot d'anglais.
Donc Spielberg était juste à côté de lui pour lui souffler ce qu'il devait dire. C'est pour ça qu'il marque des temps de pause. Hein. Il attend la prochaine réplique. c'est assez énorme. Des pauses dramatiques, entre guillemets. Ça donne un cachet au truc, évidemment. Et d'après le chef du village, le trio n'est pas arrivé, et surtout Indy, ils ne sont pas arrivés là par hasard. C'est Shiva qui les a fait tomber du ciel et arriver jusqu'ici pour qu'ils puissent les aider. Parce que leur pierre sacrée a été volée, et depuis, les récoltes ont pourri et les enfants ont été capturés. Et d'après lui, la pierre les attend au palais de Pankot. Alors, c'est pas comme nous, hein, c'est pas P-E-N-T-E-C-O-T-E. Mais évidemment, quand je regardais le film quand j'étais gamin, je le croyais, parce que ça se prononce vraiment de la même façon. Mais là, c'est P-A-N-K-O-T. Alors que Willy, de son côté, veut rentrer. Elle veut aller à Delhi. Et donc, ils vont se rendre au palais en éléphant. Autant dire que Willy, qui avait l'habitude de mener une vie de luxe, ça la change. Entre ça, plus ce qu'elle a mangé juste avant. Ce qui va convaincre Indy, c'est que, justement, il y a un enfant qui a réussi à s'enfuir. Et il va remettre un espèce de manuscrit à Indy, où il va voir Shiva et Sankara, a priori. Et il comprend que c'est sérieux. Donc après 2001, Willy et Indy vont faire une pause. Alors en sachant que normalement les noms des 3 protagonistes principaux, du trio de héros en tout cas, les 3 c'est inspiré d'un chien qui existait vraiment, hein. T'en avais un, c'était le chien du producteur ou je sais pas quoi. Donc après la pause, où Indy va expliquer à Willy c'est quoi cette histoire de Sankara, les pierres sacrées et tout ça. En fait c'est des pierres ovales qui ressemblent à des pains, parce que y a 3 traits sur l'une d'entre elles, et normalement il y en a 5 au total, mais dans le film tu n'en vois que 3. Donc après avoir passé la nuit au campement, le trio va tomber sur des statues avec des douas et du sang, et ça va mettre la puce à l'oreille à Indy. Ils vont finir par arriver au palais de Pankot, ils vont être accueillis par Shatar Lahal, une espèce de secrétaire du Maharaja, même s'ils disent sultan en VF bizarrement. Donc il y a un repas qui va être organisé pour les convives, entre guillemets, fêter un petit peu l'arrivée de Indy. Willy ne perd pas le nord et va vouloir se maquer, entre guillemets, avec le Maharaja, mais elle va déchanter quand elle va voir que ce n'est qu'un enfant. Et pendant le repas, Indy va un petit peu manquer à ses obligations, et manquer de respect à ses hôtes, en sous-entendant que, à cause de la statue qu'il a vue avec les doigts, que les thugs existent encore. Ce serait assez étonnant, on les avait pas vus depuis 100 ans. Donc c'est un culte indien qui a vraiment existé et qui a commis des atrocités et tout ça, même si certains remettent en cause leur existence. Et là, la scène du repas, mais c'est énorme quoi. Évidemment, ça a pas beaucoup plu aux hindous. De toute façon, l'Inde a refusé de permettre au film de tourner en Inde, c'est pour ça qu'ils ont été au Sri Lanka ou je sais plus quoi. Ils ont été ailleurs, mais parce que ils n'ont pas été contents de comment on les a représentés dans le film, mais ce n'est qu'un film. Le film a été interdit de diffusion d'ailleurs en Inde. Mais la scène du repas, c'est énorme quoi. Du serpent surprise, les scarabées, le cervelle de singe en sorbet, c'est énorme quoi. Évidemment, je pense pas qu'ils mangent vraiment ça. La soupe aux yeux et tout ça, mais c'est excellent quoi. Alors faut pas regarder ça pendant que vous mangez évidemment. Donc le Premier ministre Shatar Lal va soutenir Mordicus que les thugs n'existent plus, et que c'est très mal poli de la part de Indy de soutenir le contraire. Et donc le Maharaja va prendre la parole, et promettre à Indy que tant qu'il régnera, il fera tout pour lutter contre le retour des thugs et tout ça. Donc Indy va aller voir Willy, et lui dire qu'il a quelque chose qui pourrait l'intéresser, ce dont elle doute fortement. Mais elle va être convaincue quand Indy va lui amener un plateau de fruits, parce que du coup elle a pas mangé grand chose. Et évidemment vous avez compris que Willy c'est le love interest de ce film, et franchement tout le monde sera pas de mon avis encore une fois, mais je trouve qu'elle est géniale, voilà. Évidemment elle fait que crier dans le film, mais encore une fois faut le comprendre, elle vient de la haute entre guillemets, donc c'est sûr qu'elle est différente de Marion. Mais il y a une certaine évolution dans le personnage. Elle aussi, elle fait des coups d'éclat. Elle arrive à aider Indy et 2001. Et elle est responsable d'un des directs du droit les plus énormes du cinéma. À la fin, quand ils sont en chariot, la fameuse séquence. Puis le trio, il marche bien, quoi.
Avec ce plan iconique à la fin où t'as l'impression de voir un père, une mère et leur fils. Et l'actrice de Willy, 7 ans plus tard, ça deviendra la femme de Steven Spielberg. Et puis Béatrice Delph, donc la voix en VF de Willy, elle est juste incroyable, quoi. Elle est parfaite. Elle a totalement cerné le personnage. C'est elle, quoi, voilà. Je sens que je vais encore me cochonner. Oui, peu avant ce passage, d'ailleurs, t'as Indy et Willy qui se font une espèce de drague, de séquence séduction. Et après, t'as Indy qui se fait attaquer par quelqu'un. Il se fait étrangler, quelqu'un veut sa mort, et what the fuck, comment il a réussi à entrer? Donc Indy va essayer de chercher un passage secret, et il va trouver, après s'être débarrassé de l'homme mystérieux. Et là, c'est la fameuse grotte aux insectes. Le problème avec Indiana Jones, c'est que... est-ce qu'on peut certifier qu'il n'y a pas de maltraitance animale dans les Indy? Il y a certaines fois, t'en doutes un petit peu, hein. Notamment à ce passage avec les insectes. Donc là, c'est totalement du Fort Boyard, hein. Les acteurs, ils n'ont pas vraiment vécu leur meilleure vie à ce moment-là, entre les 1000 pattes et tout. Mais c'est évident qu'il y en a certains qui ont été écrasés dans le in the process, entre guillemets. Donc là, t'as l'une des rares séquences de tombeaux, entre guillemets, et de pièges qu'il y a dans ce film. Faut quand même qu'il y en ait un petit peu, hein, même si ça change. Où t'as 2001 qui, sur les ordres de Jones, s'appuie contre un mur et il déclenche un piège. Et toutes les portes se ferment et le plafond descend avec des pics. C'est là où Willy, sans elle, ils auraient été morts a priori. C'est elle qui arrive à les sauver. Mais t'as un espèce de comique de répétition, hein, quand elle est en mode débarrassez-moi de ces saletés, et elle réactive le piège qu'elle vient juste de désactiver. Et ils arrivent à sortir avant que la porte se referme du coup. Et en avançant, après cette grotte des insectes, c'est là où ils vont tomber sur une espèce de cérémonie avec Molar Ram, le prêtre, et une statue de Kali, donc la divinité que les thugs vénèrent. Et là, il va très vite comprendre que Shatar Lahal et le Maharaja lui ont menti. Les thugs existent toujours, la preuve. Et c'est là où je vous disais qu'au niveau séquence hard, ils ont pas attendu la fin du film, c'est maintenant, voilà. Avec la séquence d'arrachage du cœur d'un mec, et il est toujours vivant, et il est sacrifié, voilà. Et les sacrifices humains. Et juste après, on va voir les pierres, les 3 pierres, dont celle qui a été volée au village. Effectivement, c'est bel et bien eux qui ont fait le coup. Et là, Indy va plus ou moins constater que... est-ce que les pierres sont magiques? Est-ce que bel et bien... parce que Willy en doute, a priori. Est-ce que le fait que la pierre a été enlevée au village, est-ce que c'est bel et bien responsable du malheur qui s'est abattu sur le village? Là, il voit les 3 qui sont mis dans un crâne, et elles brillent. Mais il dit que c'est à cause des diamants qui sont à l'intérieur, donc il va essayer d'aller les choper, et cette fois-ci pas pour les amener dans un musée, mais pour les rendre à leur propriétaire, en tout cas l'une d'entre elles, à leur propriétaire légitime. Donc tu vois, ça aussi c'est relativement original, et ça change. Mais en voulant partir, il entend des bruits, et il va s'approcher d'un trou, et il va comprendre, il va constater, il va voir où sont les enfants. Ils sont tous là, et ils sont réduits en esclavage, attachés avec des chaînes, dans des conditions misérables. Là, niveau travail des enfants, c'est pas encadré, voilà, c'est pas homologué, c'est pas aux normes, hein, les mecs... Et en fait, ils cherchent, ils creusent dans les mines pour trouver les 2 pierres restantes. Parce qu'elles sont là, d'après Molar Ram. Elles ont été enterrées ou cachées par son père ou je sais pas quoi. C'est pour ça qu'ils creusent, hein, qu'ils sont réduits en esclavage. Et aussi pour trouver des diamants ou des pierres précieuses pour financer le culte. Voilà, c'est un peu Sadler avant l'heure de Resident Evil 4. Donc malheureusement, Indy va pas pouvoir s'empêcher de jeter une pierre sur le chef des esclavagistes, entre guillemets, qui est en train de fouetter des enfants. Il va pas supporter cette vision. Et malheureusement, ça va faire qu'il va se faire capturer et il va rejoindre le culte. Oui, vous avez bien entendu. C'est très étonnant, mais... non, mais évidemment, c'est parce qu'il va boire le sang de la déesse.
et il va tomber dans le rêve noir. Il y a des enfants, pendant qu'ils sont emprisonnés avec 2001, il va leur expliquer que si tu bois le sang de la déesse, t'en ressors jamais, voilà, malgré toi, tu te fais laver le cerveau plus ou moins, et tu deviens l'un d'entre eux, mais sans pouvoir te réveiller. Et donc là, tu vas t'apercevoir que Salim, le Maharaja, il est avec les thugs, mais à ce moment-là, tu sais pas encore, même si tu t'en doutes un petit peu, parce qu'il a un comportement étrange, un regard vide et tout ça, un sourire dément. Il a rejoint les thugs, mais il a bu le sang lui aussi. Et là, Indy et 2001 vont passer un mauvais quart d'heure, ils vont essayer de s'enfuir, mais ils vont quand même réussir malgré leur résistance, ils vont quand même parvenir à faire boire le sang de la déesse à Indy. Et c'est pour ça qu'il va devenir un thug lui aussi, mais temporairement. Et là, Molaram va vouloir sacrifier Willy et lui faire subir la même chose que le mec de tout à l'heure. Mais heureusement pour le film et pour la suite de l'histoire, il va pas lui arracher le cœur cette fois. Et pendant ce temps-là, 2001 travaille à la mine, lui aussi il a été réduit en esclavage, mais il va réussir à s'enfuir, mais vraiment très rapidement. C'est l'espièglerie à son paroxysme. Il va rejoindre la scène du sacrifice, et il va supplier Indy d'arrêter de faire le con, et de se réveiller. Mais il voit bien que c'est peine perdue, donc il va employer les grands moyens, et il va le cramer avec une torche. Et étonnamment, c'est ça le remède. Ça permet aux gens de les réveiller et de sortir du rêve noir. Donc Indy va jouer la comédie, et il va dire « Arrêtez, il est à moi! C'est moi qui vais tuer 2001 !» Et en fait, il va dire à 2001 qu'il s'est réveillé, et ils vont faire du kung-fu, entre guillemets, et essayer de foutre les thugs dans le feu et de sauver Willy. Voilà, il fallait que je la fasse, hein. J'ai même pas fait exprès. Comme le film avec l'orque, elle fonce vers sa mort, entre guillemets. Elle est enfermée dans l'espèce de cage, et les thugs la font descendre dans le feu. Donc Indy a recouvré ses esprits, et maintenant qu'ils ont récupéré Willy et que le trio est reformé, ils veulent... Willy est pressé de partir, mais Indy dit, excellent, il dit oui, mais avec les enfants. Donc il va, malgré le fait qu'ils ont échappé à la mort et à un sort funeste, ils veulent y retourner pour délivrer les enfants, et pas les laisser à ce sort tragique. Ils vont attaquer les gardes et choper les clés, et tous les délivrer, mais c'est à eux de trouver le chemin du retour, parce qu'eux, ils sont occupés avec le chef des esclavagistes et les autres thugs. Et le Maharaja va recommencer avec ses histoires de poupées vaudou. Et oui, parce que y a la fameuse aiguille dans une statuette qui va causer des effigies, hein. C'est censé représenter Indy, et quand il lui pique dans l'épaule, il a une douleur incontrôlable à l'épaule. C'est pour ça que tant que le Maharaja possède cette poupée, et lui enfonce une aiguille dedans, Indy ne pourra pas y arriver, et il faut qu'il se mine le cul parce qu'il va pas tarder à... Plus le tapis roulant où ils sont, il avance, il sert à broyer des pierres, et ça continue comme ça, c'est Indy qui va se faire broyer. Et donc 2001 va aller jusqu'au Maharaja pour le cramer le cul lui aussi, et le faire d'une pierre deux coups, faire en sorte qu'il... non seulement délivrer Salim, le Maharaja, lui faire recouvrer ses esprits, mais aussi sauver Indy, voilà. Et donc, juste après ça, t'as la séquence de chariot minier, en mode Donkey Kong Country, encore une fois, où là, c'est vachement impressionnant, voilà. C'est hyper dangereux, il y a de la lave en dessous, ça va à toute vitesse, il y a des sauts. Pour beaucoup, je pense que ce sera la séquence culte de ce film. Et c'est vraiment grandiloquent. Ensuite, ils sont poursuivis par de l'eau. Ensuite, il y a une séquence sur un pont à cordes. Et Indy coupe la corde. Le pont s'écroule. Il est suicidaire. Et donc, il se retrouve à flanc de falaise, en utilisant le pont comme une échelle. Et là aussi, c'est super impressionnant. Même si il y a un petit peu ce côté fond vert mal fait, parfois. Mais c'est la dernière confrontation entre Molaram et Indiana Jones, avec les crocodiles en bas. Et il y a 2 pierres qui vont brûler et tomber dans l'eau. Mais la troisième, Indy va pouvoir la récupérer et la ramener au village. Et les enfants sont revenus. Donc tout est bien qui finit bien, entre guillemets.
Bon, ensuite, on passe à Indiana Jones et la dernière croisade, en 1989. C'est celui que j'aime le moins des trois. Et surtout, j'ai un gros problème avec Indiana Jones 1 et 3, c'est que je les confonds sans arrêt. Dans lequel il s'est passé ça, dans lequel il s'est passé ci, et non pas des facéties, c'est pas la même chose. Je m'en souviens jamais, je les mélange les deux, c'est assez incroyable, je dois dire. En tout cas, ce troisième épisode, il ressemble beaucoup au premier. Ça redevient plus proche de ce qu'était le premier. Déjà, on a de nouveau l'armée allemande, qui sont de nouveau les méchants ici, là. Toute l'intro, c'est un flashback. Ça nous montre l'adolescence de Indiana Jones. Comment il a eu sa cicatrice, et oui, sur le menton, parce que Harrison Ford en a une, là ils l'ont justifié ici, on le montre comment il se l'est fait, ça c'est énorme, comment il a eu sa peur des serpents, comment il a eu son chapeau, etc. Donc là ça se passe en 1912, hein. Il était Boy Scout, et après t'as un fast-forward 26 ans plus tard, avec Indy qui réussit à récupérer le crucifix, la croix de Coronado, et avec son fameux « sa place est dans un musée », etc. Donc ensuite tu vois Marcus avec quasiment la même scène que dans L'Arche perdue, quasiment plan pour plan, avec Marcus qui vient rendre visite à Indy pendant l'un de ses cours. Mais Jones se fait quelques pas pour essayer d'éviter une armée de lycéens qui ont plein de questions à lui poser, et il se fait alpaguer par un groupe de personnes avec des chapeaux, qui l'emmènent jusqu'à Walter Donovan, un collectionneur, et il va lui parler du Saint Graal. Rien que ça. Il a récupéré une moitié de stèle, avec des inscriptions dessus, mais il en manque une partie. Et Indy va très vite comprendre que Donovan veut l'envoyer sur la piste du Graal, alors que pour lui c'est un conte de bonne femme. Mais le Saint Graal c'est pas n'importe quoi, c'est la relique que son père, à Indy, a cherché toute sa vie. Et il l'a étudié, il a réuni de très nombreux indices sur un carnet et... Donc pour lui, ça a une signification particulière, et surtout que Donovan lui explique que le chef de l'expédition, donc avant Indy, a disparu, et c'est son père. Donc il a une double raison d'accepter l'offre de Donovan. Ce qui est marrant avec ce film, c'est que Marcus Brody, il fait pas que de la figuration, hein. Il accompagne Indy, il lui dit « Dites à Donovan que je prendrai un billet ». Je lui dis que nous en prendrons 2. Et il va être là, quoi, il va prendre part à l'action. Et c'est très clairement le trublion du groupe, hein, le comic relief, le mec un petit peu clumsy, voire beaucoup. Et ça marche, hein, franchement, s'il y avait pas lui, il y aurait zéro humour hein, dans le film, ou presque. Il lui arrive des mésaventures, il se prend un coup de coude de Indy. Comment descend-on de cette machine? Et voilà, comme ça. Donc Indy se rend à Venise avec Brody. Il rencontre le professeur Elsa Schneider, qui les accompagne jusqu'à la bibliothèque. Il me semble que c'est l'endroit où a disparu son père, parce qu'elle a fait équipe avec lui, du coup, avant sa disparition. Et Indy va résoudre l'énigme de la bibliothèque, entre guillemets. Il va péter une dalle au sol, et après avoir visité l'inévitable caveau, avec des rats qui se font marcher dessus, eh bien, ils vont tomber sur la tombe d'un des croisés, de l'un des 3 frères, faut croire, où il y a la même stèle sur son bouclier, les mêmes écritures, et donc il va pouvoir compléter l'inscription, et voir la suite du texte, ou le début plutôt. Mais à peine ils ont eu le temps de se réjouir, qu'ils se font attaquer par un mystérieux groupe d'ennemis avec des fez. C'est des gens, je crois que c'est la confrérie de l'épée ou quelque chose du genre, ils ont un tatouage sur le torse. Leur but c'est d'empêcher les gens de trouver le Saint Graal et surtout de l'enlever de son lieu de repos, entre guillemets. Alors ensuite, t'as Elsa et Indy qui vont se retrouver dans un château où serait retenu le père de Indy en otage. C'est l'un des mecs de la confrérie de l'épée qui lui ont dit. Et après s'être fait passer pour un lord écossais, Indy saute avec son fouet dans une salle où effectivement il trouve son père, donc Henry Jones, donc qui est joué par Sean Connery. Parce que oui, jusqu'à présent, on le connaissait surtout pour son rôle dans James Bond, forcément. Et là, ils lui ont confié le rôle et ça fonctionne super bien, voilà. Ils arrêtent pas de se lancer des vannes. Henry, il est plus intéressé par ses recherches et les reliques que par Indy. Enfin, en tout cas, on en a l'impression. Mais c'est vrai qu'il est flegmatique et tout ça.
Et c'est vrai que faire intervenir le père de Indy, c'est une super bonne idée, voilà. D'ailleurs, ce côté jeunesse de Indy, adolescent, ça a donné naissance à la série Young Indiana Jones, où il y a eu plusieurs épisodes et tout ça, hein, mais je pourrais pas vous en parler vu que j'ai pas vraiment regardé. Et donc après une petite escapade, Indy et son père se font capturer par l'armée allemande, et ils sont amenés devant Donovan, qui à leur grande surprise travaille avec eux. On voit pas trop quel est son intérêt à aider les Allemands, mais il pense qu'il a plus de chances de trouver le Graal avec eux, plutôt que Indy, en gros, il leur fait pas confiance. Que l'armée allemande, ils ont des chars, tout ça. Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est le Graal, qui d'après lui donnerait la vie éternelle. Et ils vont se rendre compte que Elsa, c'est une traîtresse, voilà. C'est une Allemande, entre guillemets. Elle est avec l'armée. Là aussi, t'as ce côté atypique. Pour une indie girl, entre guillemets, ça se révèle être une méchante. Donc entre-temps, Indy a confié le journal de son père à Marcus. Il l'a envoyé au bout du monde, pour ne pas que les Allemands le trouvent. Enfin, certaines pages qu'il a arrachées, en tout cas. Et Brody va retrouver Salla. Et les quatre forment vraiment un espèce de quatuor de joyeuserie. Donc Indy, Henry, Marcus et Salla. Un espèce de groupe de potes... unis dans l'adversité, c'est assez énorme, je dois dire. Donc Indy et son père vont réussir à s'enfuir, non sans mal. Et là, Indy va être confronté à un choix. Soit il va à Venise pour suivre la trace de Marcus, soit ils vont à Berlin pour aller récupérer les pages du journal. Oui, parce que les Allemands ont capturé Marcus, en fait, donc ils les ont, les pages. Alors pourquoi il veut aller à Venise ? Ouais, je m'en souviens plus, pourtant je l'ai vu il y a quelques jours. Donc là tu vas assister à la fameuse scène des Allemands qui brûlent les livres, parce que ça ne correspond pas à l'idéologie haine, encore une fois. D'ailleurs tu vas voir que Elsa déjà ça lui plaît pas, que les livres soient brûlés, mais que tu vas voir AH, avec un acteur qui lui ressemble, et une scène vraiment totalement indie, totalement du grand n'importe quoi, où il signe un autographe sur le livre du Saint Graal. Et donc après avoir récupéré les pages, ou le journal des mains de Elsa, ils vont essayer de s'enfuir en zeppelin. Et donc là, c'est au premier qui trouvera le Graal, hein, grâce aux indices des bouquins et de la stèle. Et donc là, t'as la confrérie de l'épée, qui attaque au moment où Indy voulait le faire. Ils ont réussi à rattraper les Allemands. Ils les attaquent, donc Indy va, pour les empêcher de récupérer le Graal, encore une fois, et Indy va profiter de la confusion ambiante pour essayer de sauver son père, qui a rejoint Marcus dans un tank. Il pensait le sauver, mais finalement il s'est fait capturer lui aussi. Donc après une séquence vraiment grandiloquente, et où tu penses que Indy a perdu la vie en tombant dans un char qui s'écrase par terre, eh bien ils arrivent dans un temple où les Allemands viennent d'arriver eux aussi, et Donovan va tirer sur le père de Indy pour le blesser mais assez grièvement, et pour forcer Indy à trouver le Graal, parce que seul le pouvoir du Graal peut le sauver à présent. Et donc Indy a 3 épreuves à passer, avec des indices que son père lui a dit quand ils étaient dans le Zeppelin. Donc la première c'est seul le pénitent pourra le passer. Donc ça veut dire qu'il faut se baisser, se mettre à genoux entre guillemets, et être pieux. Alors, là par contre c'est un petit peu de la triche, hein. C'est un petit peu des trolls quand même, les gens qui ont construit ces épreuves, parce qu'il y a 2 lames. T'en as une horizontale, qui sinon si tu te baisses pas, ça te coupe la tête, c'est arrivé aux soldats allemands là. Enfin, des hommes qu'ils ont envoyés récupérer le Graal, mais ils ont échoué évidemment. Ils connaissaient pas les indices. Mais t'en as une autre qui sort du sol et qui t'oblige à faire une roulade. Ça par contre c'est un petit peu abusé. C'est pénitent, hein, pas artiste de cirque. Donc Indy a réussi la première épreuve. Ensuite la deuxième c'est le mot de God. Mais il y a un piège, là aussi c'est des putains de trolls. C'est Jéhovah, mais en latin ça s'écrit avec un I au début et pas un J. Donc Indy manque de se casser la gueule. Mais là il y a un petit souci avec cette épreuve. Il faut marcher sur le nom dans l'ordre pour pouvoir passer. Mais quand t'as été à la salle du Graal et que tu reviens, tu dois faire quoi ? Tu dois faire A, V... Tu dois taper le mot dans le sens inverse. Et ensuite, la troisième épreuve, t'as un vide devant toi. Et soit tu fais demi-tour, parce que tu vois pas quoi faire d'autre, soit tu fais le fameux saut de la foi. Et c'est une illusion d'optique, en fait.
Il y a un pont, mais tu le vois pas. Les dessins de la pierre, entre guillemets, se confondent avec ce qu'il y a en face. Et donc, Indy finit par arriver dans la salle du Graal, et il rencontre Pellinor qui les attend. Non, c'est le dernier des 3 frères, il est toujours vivant depuis 700 ans, et il attend la personne qui trouvera le Graal, et cette personne c'est Indy. En fait, dans la salle, il y a énormément de calices, de coupes différentes, t'en as en or, t'en as qui sont incrustés de pierres précieuses et tout ça, t'en as en argent, et de formes vraiment très différentes, et tu dois deviner, parmi tout cela, lequel est le Graal. Mais si jamais tu te trompes, et que tu prends pas le bon, il te dit là, Pellinor, il s'appelle pas comme ça, mais vous avez compris, j'ai toujours appelé comme ça, il te dit que le vrai Graal te donnera la vie, mais le faux, les faux, te l'apprendra. Et là, Elsa, c'est un petit peu étrange, elle est un petit peu partagée entre le bien et le mal, c'est elle qui choisit, elle prend le plus beau, et Donovan est persuadé que c'est le bon, mais est-ce qu'elle l'a fait exprès de donner un mauvais et de trahir Donovan, entre guillemets, ou est-ce que elle pensait sincèrement que c'était celui-là? On sait pas trop, c'est ambigu, tu vois, c'est ça qui est intéressant aussi. Donc Donovan, il plonge la coupe dans de l'eau qui est censée lui donner l'immortalité, et là, c'est le contraire, il vieillit très vite, il devient un squelette décrépit, et on dirait le Doc dans Retour vers le futur, je sais pas si c'est fait exprès. Mais il crève comme ça, quoi, voilà. Et donc, Indy, de son côté, va prendre la coupe la plus pourrie de toutes, la moins jolie, hein, vraiment, elle est pas en or ni rien, elle a un revêtement en bois, entre guillemets. Mais c'est normal parce que c'est la coupe d'un charpentier, il dit Indy. Donc là, il boit, il vérifie, quand même, et il lui arrive rien. Et Pellinor lui dit qu'il a choisi judicieusement. Donc il se mine le cul de retourner à l'entrée et de le verser sur la blessure de son père. Et effectivement, il guérit comme ça. Mais là, il y a un problème. Indy et Henry, ils ont tous les deux bu à la coupe. Hein. Pas seulement versé sur sa blessure. Donc ils devraient être immortels. Hein. Non? Mais non, pas du tout. Ils sont morts comme tout le monde. Hein. Enfin, Indy, on sait pas. Mais on imagine que oui. Par contre, Elsa va vouloir garder le Graal et l'emmener avec eux, mais Pellinor leur a bien dit que le Graal ne doit pas quitter ses murs et ne doit pas dépasser la dalle de l'entrée, et donc elle va la franchir, et ça va tout faire s'effondrer, il va essayer de la sauver, mais il va pas y arriver, mais ils vont réussir à s'enfuir eux aussi. Et Henry va appeler Indy, il va l'appeler Indiana pour la première fois, alors que normalement il l'appelle toujours Junior, parce que le vrai nom de Indiana Jones, c'est Henry Jones Junior. Mais il a pris le nom de Indiana, qui n'est pas son vrai nom, on l'apprend dans ce film, parce que c'était le nom de leur chien. Et donc les 4 compères vont partir comme ça. Et cette fin de la dernière croisade, elle a quelque chose de spécial quand même. C'est vraiment bittersweet, tu sais. C'est un peu aigre doux, doux amer. Parce que pendant longtemps, ça a été la fin de la série. Pendant longtemps, cette séquence avec les 4 chevaliers de l'apocalypse, entre guillemets, Sunset Riders, voilà, tu les vois, ça devient un western. Tu les vois de dos comme ça, en cheval, avec le soleil couchant. C'est particulier, quoi, parce que ça a été les dernières secondes d'un Indiana Jones, il n'y avait plus rien après, quoi, pendant 20 ans. Et certains diront, ça aurait été préférable, voilà. Et c'est toujours le cas, il n'y a rien après la dernière croisade. Tout comme certains disent, il n'y a rien après Dragon Ball Z. Bon, on va passer au 4e, hein. Faut bien, j'ai envie de dire. Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal. Sorti en 2008. Et étonnamment, 4 jours avant sa sortie en cinéma, faut croire, aux États-Unis, le film a été diffusé en avant-première au Festival de Cannes. Donc ce film-là, il est lui aussi dirigé par Steven Spielberg, et t'as aussi George Lucas à l'histoire. Ça se passe en 1957. En fait, t'as un groupe de soldats russes qui se dirigent vers une base américaine, et ils entrent sans autorisation, et dans le coffre de l'une de leurs voitures, ils sortent 2 hommes. L'un d'entre eux, c'est Indy, et l'autre, c'est Mac, son acolyte. Ils étaient en train de récupérer je ne sais quelle relique que les Russes vont détruire, et ils ont emmené Indy dans un endroit qu'il est censé connaître. C'est le même entrepôt qu'à la fin de l'Arche perdue, où il est entreposé. Mais c'est pas ça qu'ils cherchent, contrairement à ce qu'on pense au début. D'ailleurs, l'Arche fait un caméo, inévitablement. Mais ils amènent Indy ici pour qu'il trouve
une certaine relique, un certain objet qui est très aimanté, donc il utilise de la poudre à canon et des balles pour savoir où il se trouve. Et en fait, c'est un espèce de sarcophage avec ce qui ressemble vraiment à un extraterrestre à l'intérieur. Donc Indy va réussir à choper une arme pour empêcher les Russes. Faut vraiment faire gaffe de pas dire les Allemands. Parce que ça m'arrive sans arrêt depuis que j'ai commencé à parler de ce film. Donc il va choper une arme, mais Mac va le braquer, et on va s'apercevoir que c'est un traître, et qu'il est avec les Russes, qui lui ont promis un joli pactole. Il a perdu énormément de fric au jeu, et il doit se refaire. Alors qu'il a accompagné Indy dans pas mal de ses aventures, mais il se retourne contre lui. Donc là, Indy va quand même pas réussir à s'enfuir, et dès le début tu te rends compte de quelque chose. Ça m'avait bluffé, et c'est un bon point pour le film, il faut le souligner. Dès le premier visionnage de ce film, ça m'avait sauté aux yeux. Harrison Ford fait certaines de ses cascades lui-même, voilà, à 64 ans. Et ça, c'est impressionnant, voilà. Donc il va réussir à s'échapper de la base, c'est plus ou moins la zone 51, avec un engin ultra rapide. Il va filer au nez et à la barbe de Irina, c'est le chef des Russes. Mais Indy va se retrouver dans un endroit bizarre, une espèce de ville fantôme, et dans les maisons, il n'y a que des mannequins. Et Indy va comprendre que il est sur un lieu de test nucléaire, et que l'explosion est imminente, donc il va se cacher dans un frigo, et survivre comme ça, après avoir été expédié assez haut et avoir rebondi pas mal de fois sur le sol. C'est une scène qui a été souvent décriée, et assez pointé du doigt pour son côté surréaliste et je suppose que les gens pensent qu'il n'aurait pas dû survivre. Bon, moi ça m'a pas sauté aux yeux plus que ça. Hein. Et après, Indiana Jones va se retrouver en présence de mecs du FBI, faut croire, qui lui demandent des comptes. Et pourquoi il a aidé les Russes. Ça vient peut-être du fait qu'il avait une dizaine d'armes braquées sur lui. Ensuite, on va le retrouver au lycée Marshall, mais le proviseur va venir le voir et lui dire que malheureusement, il n'a pas le choix, il doit le virer. Parce que les mecs du FBI sont venus et ont posé des questions sur lui, et il n'a pas envie de poser des problèmes au lycée, évidemment. Mais le proviseur va lui dire que lui aussi, il a perdu quelque chose dans l'affaire, il a démissionné. Donc c'est Charles Stanforth, c'est plus ou moins le successeur de Marcus Brody. On va apprendre que il est mort, et son père aussi. L'acteur de Marcus Brody, il est mort 3 ans seulement après la dernière croisade, alors que Sean Connery était encore vivant à cette époque-là, mais il a décliné le fait d'apparaître dans un caméo. Ils vont se remémorer un petit peu le bon vieux temps, et dire que le temps passe. Et donc Indy va vouloir quitter la ville carrément, mais il est poursuivi par le KGB, et c'est à ce moment-là qu'un espèce de biker, un adolescent, et alors que Indy est déjà monté dans le train, le biker le suit et lui parle, et lui dit que l'un de ses amis, qui est plus ou moins son tuteur, donc Oxley, a été kidnappé, et on n'a plus de nouvelles de lui. Donc le garçon, il se présente à lui comme étant Mutt Williams, il est le fils d'une femme qu'il connaît, il va lui dire Mary Williams, mais ça va rien lui dire à Indy. En fait, Indy va s'apercevoir que Mutt est assez susceptible, il est un petit peu rebelle, mais ils vont s'enfuir ensemble quand 2 hommes du KGB arrivent pour kidnapper Indy. Donc une fois rentré, Indy va mettre le nez dans ses bouquins et dans ses recherches pour essayer d'en déduire ce qui a pu arriver à Oxley. Donc ils vont aller jusqu'au Pérou en avion pour essayer de retrouver la tombe de Francisco de Orellana. Et une fois à l'intérieur d'une cellule où Oxley était enfermé, ils vont tomber sur plein de graffitis. Il a écrit des mots incohérents et un mot dans plusieurs langues. Et donc c'est retour. Et des dessins de crânes allongés qui ressemblent beaucoup au crâne de cristal, qui est donc l'objet qui était ultra aimanté et qui était plus ou moins à la zone 51. Donc Indy et Mutt vont s'aventurer dans un tombeau, l'inévitable tombeau, dans les Indiana Jones. Ils vont tomber sur Orellana et sur un 2e crâne de cristal. Apparemment, quelqu'un était venu avant eux, et c'était ça qu'il devait chercher, mais qu'il n'a pas trouvé, vu qu'il était derrière sa sépulture. Donc en sortant du tombeau, ils vont tomber sur Mac et les Russes, qui vont les faire prisonniers.
Donc Irina va plus ou moins révéler le plan des Russes. Pourquoi ils cherchent ce crâne de cristal? Parce que si tu te mets en face de lui et que tu le fixes dans les yeux, tu te sens bizarre, il y a des choses étranges qui t'arrivent. Mais certains deviennent fous, et c'est le cas de Huxley, on va le retrouver ici, là. Et on va voir que il dit des choses incohérentes, il est plus vraiment l'homme que Indy et Mutt ont connu. Et Indy, en le regardant, va se sentir bizarre lui aussi. Et en voulant forcer Indy à les aider, les Russes, ils vont sortir d'un chapeau magique Marion, donc Ravenwood, hein, qui était déjà dans l'Arche perdue. Et on va s'apercevoir que c'est elle la mère de Mutt, la fameuse Mary Williams. Mais les retrouvailles vont être un peu particulières. Ils se sont pas quittés en bons termes. On apprend que Indy s'est enfui lors du mariage. Ils auraient dû se marier. Et donc, Huxley va bouger la main, un petit peu dans le vide. Et donc, Indy va comprendre que c'est de l'écriture spontanée. Il va prendre un crayon et un papier. Et Huxley va dessiner pas mal de choses. Et avec les dessins, Indy va en conclure le lieu où il faut amener le crâne de cristal. C'est ça l'histoire du retour. C'est return en anglais, ça veut dire ramener, rapporter. Donc Mutt va foutre le bordel et ça va leur permettre de s'enfuir, mais ils vont se faire rattraper aussi sec par les Russes. Et une fois dans le camion, avec tous les membres du groupe attachés, c'est là où on va apprendre que, enfin un petit peu avant en fait, quand Marion et Indy étaient dans les sables mouvants, que Mutt est en réalité le fils de Indy, que c'est Henry Jones, troisième du nom, parce que Mutt c'est un nom qu'il s'est choisi lui-même, parce que c'est vrai que s'il s'était appelé Henry Jones, on aurait tout de suite compris que c'est le fils de Indy, les ficelles du scénario. Donc Indy, Mutt et Marion vont parvenir à s'enfuir, et ils vont essayer de récupérer le crâne de cristal. Et à ce moment-là, Mac, après s'être pris quelques coups de poing, va dire à Indy que en fait il faisait semblant de rouler pour les Russes, et que c'était un agent double. Donc ils vont finir par atterrir dans des espèces de nids de fourmis géantes, des fourmis tueuses. Là aussi c'est un peu surréaliste, de même que la scène peu avant ce passage où Mutt il va se prendre dans une liane, alors qu'ils étaient en voiture, et il va se retrouver suspendu à un arbre, et il va se la jouer Tarzan avec des singes. Ça aussi c'est une scène qui a pas beaucoup plu aux gens. Moi, pas tant que ça, une fois de plus. Hein. Mais c'est vrai que le coup des fourmis tueuses qui embarquent un gars, ils le font rouler, hein, je veux dire, ils le font avancer, et ils l'emmènent dans un terrier, avec ses bottes et son costume, Donc après, les 5 compères, entre guillemets, vont chuter dans l'eau plusieurs fois, et arriver dans un espèce de temple souterrain où ils vont trouver des gravures datant de plusieurs milliers d'années, et tu t'aperçois que les Mayas, entre guillemets, même s'ils ont rien à foutre là, c'est pas logique, hein, c'est une erreur du film, ont rencontré les extraterrestres, et les extraterrestres leur ont appris à construire les pyramides, etc. Et en fait, en continuant d'avancer, ils vont finir par arriver dans une espèce de ruine de cité Maya, et de fil en aiguille, arriver dans une salle où il y a 11 ou 14 ou je sais plus quoi, squelettes d'aliens, et ils vont se rendre compte que le crâne qu'ils ont, ça appartient au seul squelette qui n'a pas de tête. Et donc, si vous avez bien suivi, ça doit vous sembler bizarre, vu que les Russes ont 2 crânes. Il y en avait un à la zone 51 et un à la tombe de Orellana. Mais celui de la zone 51, il y avait le corps de l'alien. Ils l'ont arraché à son corps. C'était pas l'un des 11 apôtres, entre guillemets, les rois des Mayas qui est dans cette salle. C'était un autre alien, un alien random, entre guillemets, qui s'est crash. Donc là, ils vont remettre la tête sur le squelette, et il va se passer une réaction en chaîne. Les aliens vont plus ou moins parler en langue maya, et ils vont dire que ils vont récompenser, je sais pas s'ils sont ironiques quand ils disent ça, Indy et les autres, mais Irina, qui est arrivée à cause de Mac, qui au final travaillait bel et bien pour les Russes, c'était pas un agent double. Il a laissé plein d'émetteurs derrière eux, pour que Irina puisse les retrouver. Et elle va demander la connaissance, le savoir, et a priori ils vont lui donner, mais ça va détruire le temple entre guillemets,
Et en même temps, les 11 aliens vont n'en faire plus qu'un, et il va retrouver sa peau. Oui, c'est très logique. Et à force d'accumuler du savoir, bizarrement, Irina va prendre feu. C'est peut-être trop pour elle. Ou alors peut-être que l'alien, ou les aliens, parce que c'est une conscience collective, entre guillemets, ils vont considérer qu'elle n'en est pas digne, ou alors qu'il faut avoir un corps d'alien pour pouvoir supporter toute cette connaissance. On ne peut que le deviner, hein, c'est pas vraiment expliqué dans le film. Mais il fallait bien que la Batgirl meure, entre guillemets. Et donc après, tu vas voir la soucoupe volante de l'alien, mais étonnamment, ils ne partent pas dans l'espace, mais dans une autre réalité, un autre univers parallèle. Je sais plus comment ils expliquent ça, mais c'est un petit peu étrange. Donc Mac ne va pas avoir la chance de s'en sortir, mais les 4 autres, si. Ils ont survécu à un autre mystère de l'humanité. Et le film se finit avec le mariage de Marion et Indy. Et Mutt va vouloir mettre le chapeau de Indy, mais Indy va lui prendre des mains, comme pour lui dire c'est pas encore ton tour, fiston. Et donc voilà, c'est la fin de ce film. Je dois vous avouer que la première fois que je l'ai vu, j'ai pas vraiment aimé, quoi, j'ai pas vraiment apprécié. Mais là, avec le recul, quand même, c'est pas si dégueulasse que ça, hein, comme suite. Évidemment, il faut être conscient que ça n'atteint pas la trilogie originale, évidemment, mais c'est comme beaucoup, comme souvent, hein, le contraire c'est rare. C'est un peu comme Mass Effect, hein, avec Andromeda. Moi, j'ai pas détesté, hein, j'ai trouvé ça sympa, mais si tu le compares à Mass Effect 1, 2 et 3, évidemment que c'est une chiasse absolue, hein, ça n'arrive pas à la cheville, c'est totalement ça. Et là, c'est un petit peu la même chose, hein, tu sais quoi. Mais quand j'avais regardé le Indiana Jones 5, donc The Dial of Destiny, et que j'ai parlé de mon ressenti dans un stream, j'avais dit que j'avais préféré Dial of Destiny, je l'avais plus apprécié que Indiana Jones 4. Non, faut pas exagérer quand même, hein, je me ravise. Non, c'est le contraire. Hein, pour moi, Indiana Jones 5, c'est le moins bon de tous. Ce Indiana Jones 4, il coche pas mal de cases. Il fait plus indie que Indiana Jones 5, mais c'est vrai que voilà, à aucun moment il atteint la maestria des 3 premiers. Mais il y a ce côté nostalgique qui fait beaucoup. Tu retrouves Indiana Jones, Harrison Ford, ça fait 20 ans qu'on n'avait pas eu un film Indiana Jones, ça y a été pour beaucoup, pour le côté, les gens ont apprécié quand même, certains, malgré tout. S'il n'y avait pas eu ça, ils auraient beaucoup moins apprécié, hein. Et moi aussi, je pense. Mais c'est vrai que ça sent quand même un petit peu le réchauffer. Bon maintenant, on va passer au dernier film, hein, qui est sorti vraiment très récemment. Indiana Jones et le Cadran de la Destinée, sorti en 2023, le seul film de toute la série qui n'a pas été réalisé par le duo, sur lequel Spielberg et Lucas n'ont pas participé, et ils ne sont pas impliqués. Ça a été réalisé par James Mangold. Donc le film commence chez les Allemands, hein, encore une fois, ils reviennent dans les rôles du méchant pour la 3e fois, et ils retiennent quelqu'un ligoté et avec un sac à patates sur la tête. On sait très bien qui c'est, hein, dès les premières secondes. Ils le foutent sur une chaise et ils lui enlèvent son sac à patates et tu vois que c'est Indy, mais en mode CGI, entre guillemets, en mode rajeuni. Et honnêtement, c'est pas mal fait. Enfin, ça dépend des plans, mais tu le vois, hein, que c'est de la CGI, que c'est des effets spéciaux. Mais très sincèrement, tu le sens qu'une grande partie du budget est passée là-dedans. Parce que c'est le Indiana Jones le plus cher. Il a coûté entre 295 et 387 millions. La plupart des autres films, c'est la moitié ou le quart. Et il a incroyablement bidé au box-office, seulement 384 millions. Il n'est pas rentable. D'après les dires des créateurs du film et tout, il aurait fallu que le film ait 800 millions pour être rentable. Ça déjà, c'est quelque chose que je comprends pas, hein. À partir du moment où tu dis qu'un budget, c'est 387 millions, pour moi, quand il a 388 au box-office, ça y est, il est rentable, hein. Mais non, parce qu'apparemment, il y a d'autres frais. Mais 800 millions, je sais pas s'ils se rendent compte, quoi, c'est immense, surtout actuellement. À part Avengers, t'as aucun film qui obtient 800 millions, c'est pas possible, quoi. Le cinéma est en semi-déclin,
T'as HBO Max et ce genre de merde qui en prennent plus ou moins la succession, donc non. Faut être réaliste, quoi. Putain, Avengers Endgame, 3 milliards au box-office, quoi. Bon, donc c'est un flashback, hein. Tout le film n'est pas avec Harrison Ford rajeuni, c'est que pour l'intro. Et cette intro, je l'ai trouvée énorme, hein. Pour moi, c'est le meilleur moment du film. Mais c'est à cause de cette histoire de Indy rajeuni, hein. C'est de la poudre aux yeux, c'est une illusion. Mais ça a marché. Avec moi, t'as l'impression de retrouver l'ancien Indy, quoi. C'est bluffant, encore une fois. Donc là, t'as les Allemands qui cherchent la Longinus, que Indy et son père, dans les romans ou dans les comics, avaient déjà cherché, hein, je sais pas si c'est un clin d'œil. Et a priori, ils l'ont trouvé, même si on va s'apercevoir plus tard que c'est une copie, une imitation. Ce début du film, ça pète de partout, hein, c'est de l'action non-stop. Mais Indy et les Allemands vont se retrouver dans un train, où il y a l'ami de Indiana Jones, Basil Shaw, qui est retenu prisonnier. Il s'est fait capturer par les Allemands et il se doute bien que c'est le complice de Indy. Donc là, ça se passe en 1944. Hein. Après, on sera en 1969 hein, pour le reste du film. Donc là, t'as l'un des Allemands qui est joué par Mads Mikkelsen, qui lui aussi a été rajeuni, mais ça se voit moins, entre guillemets. C'est un espèce de scientifique un petit peu clumsy de l'armée allemande. C'est lui qui va constater que la lance est une imitation, mais un espèce d'officier supérieur va pas vouloir en entendre parler. Il va pas vraiment l'écouter, il est trop occupé à chasser Indy. Mais en parallèle de ça, donc Jürgen Voller, c'est son nom, a aussi mis la main sur l'une des 3 parties de l'Antikythera, un objet créé par Archimède. Et une fois que tu as réuni les 3 parties, il est censé se passer quelque chose. Mais Indy et Basil vont réussir à le subtiliser et s'enfuir avec. Et pendant tout ce temps, Basil va devenir obsédé par l'Antikythera. Il est persuadé que cet objet est à la fois dangereux et mystérieux. Il a des pouvoirs s'il faut, un peu comme le père de Indy avec le Saint Graal. Il va un peu perdre l'esprit à cause de ça. Du moins, c'est ce que pense Indy. Et donc, en 1969, Indy va vivre son dernier jour au lycée Hunter. Il prend sa retraite, donc il va y avoir un pot de départ pour lui. Mais il va retrouver dans un bar une fille qui était dans la salle de classe et qui a l'air de s'y connaître concernant Archimède. Mais en fait, c'est Helena Shaw, c'est la fille de Basil. Ça faisait des années qu'ils s'étaient pas vus avec Indy. Soudainement, elle va vouloir convaincre Indy de l'accompagner dans sa recherche de l'Antikythera. Et elle va lui annoncer que Basil est mort entre-temps. Et vu que le monde est petit, c'est aussi ce jour-là que le docteur voleur va vouloir kidnapper Indy pour lui arracher où il a caché l'Antikythera. Il veut le récupérer lui aussi. Mais Indy n'est pas vraiment enchanté à l'idée de repartir à l'aventure. Il est trop vieux pour ces conneries. Mais Indy et Helena vont être retrouvés par les Allemands. Ils vont tuer certaines personnes au collège Hunter. Un lycée Hunter, parce que collège c'est lycée en anglais. Et tu vas t'apercevoir que ça va pas fort pour Indy, il est un petit peu désabusé. Marion l'a quitté, et ils sont sur le point de divorcer. Et Mutt a été tué, parce qu'il a été volontaire à la guerre du Vietnam. Donc son fils est mort. Alors, c'est une volonté du réalisateur, hein. Je pense que même si l'acteur, dont je ne sais pas prononcer le nom, de Mutt, Shia LaBeouf. Non, c'est pas ça. C'est pas comme ça. Mais après la sortie de Indiana Jones 4, il n'a pas été tendre hein, avec le royaume du crâne de cristal. Il a été très critique envers lui-même. Il a pris la responsabilité, alors que non, pas du tout. Hein, il n'est pas dégueulasse hein, dans le film. Mais il dit qu'il n'a pas su rendre le personnage de Mutt suffisamment intéressant. Mais il a aussi critiqué Steven Spielberg, alors qu'il le respecte beaucoup, hein, mais il a dit que, en gros, c'était de la merde, quoi, qu'il s'est planté, et que quand quelqu'un se plante, il faut le reconnaître. C'est vraiment couillu hein, de dire ça de sa part, mais comme le dit Harrison Ford, c'est pas non plus très intelligent. Mais au moins, il a dit les termes, j'ai envie de dire. Et depuis, ça paraissait improbable hein, de le revoir dans un autre épisode d'Indiana Jones, le personnage de Mutt. Mais d'après le réalisateur, c'est pas pour ça qu'il l'a tué. Hein. C'est parce que pour lui, la relation entre Indy et son fils, ça marchait pas si bien que ça. Donc ça aussi, c'est une critique. Hein. Lui, par contre, on lui dit rien. C'est ça qui est drôle. Dans Indiana Jones 4. Donc c'est pour ça que lui...
Pour lui, il avait pas de place dans le film. Ouais, d'accord, mais bon, c'était quand même pas une raison pour le tuer. C'est un petit peu pour renforcer l'empathie avec Indy, hein, je suppose. Ça marche pas mal hein, dans ce film. Tu vois, un Indy vieillissant, désabusé, encore une fois. Donc Indy va réussir à s'enfuir du camion où il était retenu prisonnier, en cheval, parce qu'il y a une parade, et en cheval dans le métro, en cheval dans une ville. C'est assez what the fuck, entre guillemets. Donc Indy va retrouver Salah, qui est à New York. Le monde est petit là aussi, et lui aussi il est vieillissant. Et Indy va prendre l'avion pour Tanger, parce que, a priori, Elena est partie là-bas, parce qu'elle s'est enfuie, elle a laissé tomber Indy comme une vieille chaussette, avec l'Antikythera, enfin la partie en tout cas. Et on sait pas trop ce qu'elle branle, et elle est détestable, elle arrête pas de rembarrer Indy. Au début, elle est vraiment insupportable, hein, Elena. C'est pas comme ça pendant tout le film, mais t'as envie de la baffer au début, c'est un truc de fou. Donc on va s'apercevoir que Elena possède son demi-lune. Donc Teddy, un enfant, c'est vraiment un Aladdin des temps modernes, hein, entre guillemets. Il arrive à faire les poches de quelqu'un sans qu'il s'en rende compte, comme d'habitude. Et il va se retrouver embringué dans cette aventure. Mais il fait totalement penser à demi-lune, hein, même si il lui ressemble pas tant que ça, évidemment. Donc là, il y a encore une course-poursuite, avec un espèce d'ex de Elena, enfin un mec qu'elle a séduit pour arriver à ses fins, je suppose. C'est juste parce qu'il fallait une séquence de course-poursuite à ce moment-là. Hein. Et les Allemands les ont suivis. Donc Elena et Indy vont se crêper le chignon. Mais Indy va, malgré lui, parce qu'il l'est déjà de toute façon, il va accepter de se retrouver embringué là-dedans. Et il voit bien que ça sert à rien d'essayer de lui faire entendre raison. Donc ils vont partir en Grèce. Donc, cocher les cases lieux qu'on n'a pas encore vu dans un Indiana Jones, c'est un petit peu ça. Le film, c'est le plus long de tous, hein. Il fait 2h34. Les autres, c'est 2 heures, hein, a priori. Donc les trois compères vont s'embarquer sur un bateau de Reynaldo, un ami de Indy, et ils vont aller sous l'eau pour fouiller des ruines, mais ils n'ont pas vraiment confiance au bateau. Et là, il y a un parallèle assez marrant qui est fait entre les anguilles et les serpents. En fait, Teddy va dire que c'est comme des serpents, et Indy va dire non, ne dis pas ça. Donc c'est assez marrant. Mais les Allemands vont les retrouver. Là aussi, ne me demandez pas pourquoi, enfin comment ils ont fait. Et grâce à une tablette en cire, que Indy va comprendre qu'il faut la cramer, ils vont trouver une deuxième partie du dial, entre guillemets. On va l'appeler comme ça à partir de maintenant, je pense. Et ils vont avoir des infos sur où pourrait se trouver probablement la troisième partie ou je sais pas quoi. Et donc là, ils vont arriver dans une grotte où c'est un espèce de copier-coller de Temple of Doom avec des insectes là aussi, partout sur les parois et des araignées et tout ça. Et ils vont arriver dans un endroit où il y a du méthane. Donc ils ont intérêt de se manier le cul s'ils veulent pas finir asphyxiés. C'est une espèce de piège, hein, de Archimède s'il faut, de voir si tu es worthy, si tu mérites de trouver sa tombe. Et Indy va comprendre qu'il faut utiliser l'eau et le principe d'Archimède, voilà, fallait bien qu'il l'utilise. Et donc ça va ouvrir la tombe. Et Teddy va se faire kidnapper par les Allemands, ou alors c'était un petit peu avant plutôt. Et pendant ce temps-là, Elena et Indy trouvent la tombe d'Archimède. Et effectivement, ils vont réussir à trouver la dernière partie du dial. Mais ils vont constater que le squelette d'Archimède a une montre, étonnamment, alors que c'est juste pas possible, hein, ils vivaient à l'Antiquité. Donc les Allemands vont les choper, et ils vont assembler le dial, et il y a quelque chose qui va se passer, les aiguilles vont se mettre à tourner. Et en fait, le docteur Voleur, il part du principe que sa théorie, le dial sert à ouvrir, à voyager dans le temps en fait. Et grâce à la montre, on a l'impression que c'est le cas. Donc les Allemands vont vouloir retourner dans le passé pour tuer AH. On aurait pu croire que c'était pour empêcher sa mort, mais ils veulent faire en sorte que cette fois-ci, l'armée allemande soit victorieuse. Et Voleur veut plus ou moins, il s'est affirmé depuis l'histoire de la Longinus. Il veut plus ou moins remplacer AH. Donc il s'habille en tenue de cérémonie, entre guillemets, et ils vont embarquer Indy pour lui montrer qu'ils ont raison. Mais Indy va réfléchir pendant le trajet,
Ils vont aller en avion jusqu'à l'endroit coordonné XY ou je sais pas quoi qu'ils ont calculé et ils pensent une faille spatio-temporelle va s'ouvrir et ils vont retourner en 1939. Sauf que Indy va comprendre que leurs calculs sont faux et ils vont atterrir je sais pas où, mais pas en 1939. Et Voleur va, dans les dernières secondes, il va douter de lui-même et écouter Indy, mais c'est trop tard. Ils sont aspirés dans la faille spatio-temporelle, qui est un petit peu étrange quand même ce concept. S'il y avait des failles spatio-temporelles qui s'ouvrent dans le ciel, parce que c'est ça, n'importe quel avion serait aspiré dedans. À moins qu'il faille avoir le dial en ta possession pour que la faille apparaisse. Et là, ce serait beaucoup plus logique pour le coup. Et donc, c'est trop tard, ils vont se faire aspirer dans la faille quand même, avec Teddy qui les suit dans un autre avion. C'est pratique, parce que sinon ils n'auraient pas pu partir, vu que l'avion des Allemands va se faire dézinguer. Parce que ils vont arriver en 212 avant Jésus-Christ, à l'époque où vivait Archimède, et c'est le siège de Syracuse. Donc il y a une guerre en dessous, c'est comme ça que l'avion va se faire dézinguer, et Voleur et les autres vont tous crever, sauf Indy et Elena. Et Indy va être subjugué évidemment, ça c'est une bonne idée du film, de voir, lui il a toujours recherché l'histoire, le passé, vraiment des reliques, donc quelque chose qui n'existe plus, et là le voir devant lui, il va être plein d'émoi évidemment, et à tel point qu'il va vouloir rester ici. Pour lui c'est sa place, il va pas vouloir retourner dans le monde réel, il pense que plus rien ne l'attend là-bas, mais Elena va pas vouloir abandonner son ami. Mais ils vont rencontrer Archimède et même discuter avec lui. Il va comprendre que le dial fonctionne et que ce sont des visiteurs du futur. D'ailleurs, tu vois que la montre que Archimède porte, il l'a pris à Voleur après qu'il se soit écrasé. Donc après, Elena va tabasser Indy. Elle va l'assommer et l'amener dans l'avion de Teddy et ils vont repartir comme ça. Vu qu'elle n'a pas réussi à le convaincre, elle va le ramener à son appartement avec ses voisins qui font du bruit et tout. Et comme quoi même Indiana Jones, ça lui arrive lui aussi. Donc elle a appelé Marion et elle vient le voir, prendre de ses nouvelles. Et tu sens que qu'ils vont se finir par se remettre ensemble en fait. Et le film finit comme ça. Donc voilà, s'ils veulent, franchement c'est pas dégueulasse. Je considère que sur les 5 films Indiana Jones, t'en as aucun qui est pourri, t'en as aucun qui est une merde infâme. Toutes les grandes séries de cinéma, et on l'a vu avec Predator, voilà, on va dire, pour vous faire plaisir. Et on verra avec d'autres. Même si je sais pas si je le ferai avant ou après, donc c'est un petit peu étrange cette conclusion. Mais toutes les grandes séries cultes du cinéma ne peuvent pas s'en targuer. T'as certaines suites qui sont véritablement à chier. Mais là, non, je considère que les 5 sont... Enfin, les 3 sont excellents, les 3 premiers. Et le 4 et le 5 sont pas trop mal, c'est pas des bouses infâmes. Mais c'est vrai qu'à l'époque, quand t'avais regardé le 4, c'était une infamie, quoi. C'était une honte. Ça pouvait pas être comparé avec la trilogie. Bon, là, un peu moins, honnêtement. Je sais pas si c'est le fait de l'avoir regardé 3 fois, mais et qui fait que tu t'y habitues et tu finis par l'apprécier. C'est un peu le piège des films. C'est un peu le risque. Mais ouais, pour moi, mon ordre, encore une fois, c'est le 2, ensuite le 1, ensuite le 3, ensuite le 4, ensuite le 5. Mais chacun aura son propre ordre de préférence, ça dépend de l'année où tu es né, l'ordre où tu les as vus, et le thème abordé, je suppose, et les villes que Indiana Jones visite, etc. Bon, sinon, il faut quand même que je vous parle des jeux vidéo Indiana Jones. Il y en a eu pas mal, et qui ont rajouté des aventures à Indy. Moi, je les ai pas tous faits, Pour moi, le jeu vidéo de référence de Indiana Jones, c'est très clairement The Fate of Atlantis, sur PC, à l'époque de LucasArts.
Vraiment, ben c'est un point and click, avec Sophia Abgood, tout ça, les Allemands encore, ils recherchent l'Atlantide, avec Nur-Apsal, les perles d'obsidienne et tout ça, c'est génial quoi. Vraiment, s'il y a un jeu, sinon il y avait aussi la machine infernale et tout ça, mais s'il y avait un jeu qui méritait d'être adapté en film, et d'ailleurs ça a été en rumeur pendant longtemps, ben c'est The Fate of Atlantis, hein, ça a marqué les esprits, c'était efficace, et voilà, c'est costaud. Donc ben voilà, le Dial of Destiny, c'est le dernier film, il n'y en aura pas d'autre. Du moins, encore une fois, comme je disais en intro, d'après les dires des responsables et tout ça, hein, ils disent ça maintenant, mais est-ce que ce sera le cas on sait pas, on verra bien. En tout cas, pour Harrison Ford, c'est le cas. Ce sera son dernier Indiana Jones. En tout cas, une série culte, hein, vraiment remplie d'aventures et tout ça, de pièges. Mais le L4 a envie de lancer un pavé dans la mare. Est-ce que, avec les années, est-ce que l'élève n'a pas dépassé le maître? Est-ce que Tomb Raider n'a pas dépassé Indiana Jones en termes d'aventure avec le temps? Bon là, je sais, vous allez monter au créneau, hein, vous allez dire, mais c'est pas possible, comment je peux dire ça? Alors, pas dépassé, faut pas exagérer. Les jeux, hein, je parle. Les films, faudrait voir ça dans une prochaine critique ciné, je suppose. Je sais pas, en termes de côté épique, de notoriété, en termes d'icône, le personnage de Lara, tout ça, est-ce qu'elle a vécu Ah, je pense pas quand même. Je vais être gentil et je vais dire que non. Je pense que Indy, ça restera toujours le top, hein, en termes d'aventure, archéologie, reliques, tout ça. Je pense que ce sera jamais dépassé. Mais c'est vrai que je recommande surtout les 3 premiers, hein. Le 4 et le 5, après c'est du bonus. C'est un petit peu ça. Ils sont pas pourris, encore une fois. Mais je pense que l'exemple de Mass Effect Andromeda, ben, il est parfait, quoi, voilà. Bon bah écoutez, c'est la fin de cette critique ciné consacrée à Indiana Jones. On se retrouve, et non pas Indian Agence, c'est pas la même chose. Dédicace aux connaisseurs. On se retrouve, je sais pas quand, pour une prochaine critique ciné. Et, on verra bien ce que ce sera et quand ça sera et ce que j'en pense, et c'est costaud, voilà. Allez voilà, c'était L4, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, et c'est le cas, je vous dis à la prochaine. Allez, à ciao.